moi, mon métier, je le vois se digitaliser. Bonjour Boris Richaud, je suis très heureux de t'accueillir donc à ce nouvel épisode des Experts Marketplace. Avant de te laisser te présenter, je vais juste te dire un mot sur ton profil. Donc, tu es aujourd'hui le directeur général de Bratini, qui appartient au groupe Omer de QGIS et qui est un grossiste en fruits et légumes important du marché de Rungis. Voilà, donc tu as une assez longue expérience dans le domaine du commerce dont tu peux nous parler. Je suis très heureux de t'accueillir. Euh, donc, on va mener cette interview, ce podcast en 4 temps. Au début, on va parler du marché. Ce sera l'occasion que tu nous donnes des informations sur la société Bratini, le marché de Rungis. On parlera aussi ensuite de tes fournisseurs, de tous ces fournisseurs avec lesquels tu travailles et à qui tu permets une mise en relation avec des clients. On parlera ensuite, bien sûr, des clients de ces acheteurs pour bien comprendre leur profil. Et puis, on parlera un peu process transaction pour que tu nous dises comment s'opère une commande jusqu'à la facturation sur le marché. Voilà, à toi, Boris. Donc déjà, si tu peux nous dire un petit mot pour te présenter, ce serait super. Bonjour Alexandre, ravi moi aussi de participer à ton podcast et à ce podcast avec tout le monde. Donc, je m'appelle Boris Richeux, j'ai 42 ans, je suis directeur général de la société Bratini, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est grossiste en fruits et légumes sur le mine de Rungis, le marché d'intérêt national ou le marché international de Rungis, ça dépend comment on veut le citer. Bratini fait partie du groupe Omer de QGIS, qui a comme particularité d'être la plus vieille société française dans le monde des fruits et légumes, car le groupe existe depuis 1850, est un groupe familial dirigé aujourd'hui par la 6e génération d'Omer de QGIS. Le métier de la famille Omer de QGIS a toujours été de vendre des fruits et des légumes, d'abord aux Halles de Paris, rue Lescot, dont ils sont parmi les grandes familles, on va dire, comme on les appelait, les grandes familles des Halles. Et en même temps, c'est un pan de l'histoire, car ils ont tout vécu. Ils ont vécu la montée des agrumes d'Espagne par mulet, ensuite le basculement vers le train à vapeur, puis ensuite électrifié, les camions, le grand déménagement, c'est comme ça qu'on l'a appelé en 69, quand le cœur de Paris, les Halles, ont déménagé à Rungis dans un équipement ultramoderne et au cœur de tous les chemins. Nous sommes un hub, très clairement, et peu d'endroits au monde peuvent se revendiquer un tel hub que le nôtre, car on se situe à la croisée de 3 autoroutes majeures, A1, A6, A10, un circulaire, la 86, un aéroport international, Orly, et même, et peu de gens le savent, une gare de fret, car le train arrive directement dans Rungis aussi. Alors, c'est très intéressant parce que merci pour cette introduction. Puis, j'ai eu le plaisir et tu m'as accueilli de bon matin à Rungis. Et c'est pour ça qu'effectivement, tu es aussi interviewé dans le cadre de ce podcast. J'ai pu effectivement découvrir une marketplace physique, vraiment un lieu d'échange à grande échelle où se rencontrent des vendeurs et des acheteurs. Et tu es justement là pour permettre cette mise en relation et l'organiser. Tu peux peut-être nous dire un mot sur justement même une description un peu physique de cette marketplace et ce marché de Rungis. Qu'est-ce que tu vois des fenêtres de ton bureau une fois que tu t'avances justement vers ce qu'on appelle le carreau? Alors, je vois, et du haut de ce qu'on appelle la coursive, on domine complètement le bâtiment. Les fruits et légumes aujourd'hui à Rungis, c'est 6 bâtiments dédiés exclusivement à ça, mais au cœur du plus grand écosystème de vente et de trading de produits frais au monde, car c'est ça la particularité de Rungis, c'est que nous sommes le plus grand marché ouvert au monde. Sur une superficie assez grande, on parle de 2,5 fois la taille de la principauté de Monaco, pour ceux qui la visualisent, et un flux d'échanges important, parce que le marché de Rungis, dans toutes ses composantes, à l'année, c'est 6 milliards d'euros de flux financiers qui transitent par le marché. D'accord. Donc, toi, effectivement, tu as un espace où tu organises la mise en relation de tes fournisseurs et de tes clients. Donc, c'est en fait un peu ta marketplace dans la marketplace. Et est-ce que tu peux justement
nous dire un peu concrètement comment justement les clients arrivent, par quel canal, comment ils rentrent en relation avec les fournisseurs dont tu portes les produits? Alors, on est un marché de gré à gré et ça aussi, c'est une grande particularité qui est ouvert à tout le monde. À partir du moment où vous êtes professionnel et bénéficiez d'un CABIS qui vous permet d'ouvrir ce qu'on appelle un compte acheteur et l'émission par la CEMARIS, qui est le gestionnaire du marché, d'une carte. Cette carte est obligatoire à l'achat, mais une fois que vous l'avez, vous pouvez aller voir n'importe qui. Le marché se compose d'une certaine manière de plusieurs zones. Vous avez une zone horticole, vous avez une zone fruits et légumes, vous avez les zones des produits carnés dans toute sa composante, et vous avez aussi la zone marée, donc tout ce qui est poisson. Les différentes zones communiquent entre elles, ne sont pas interdépendantes, mais finalement restent assez cloisonnées, parce que tout est une certaine spécialité. Derrière, on a des flux entrants, des flux sortants, c'est ça aussi notre particularité. Dans un outil industriel, pensé, ouvert en 69, mais pensé à la fin des années 50. Donc forcément, nous ne sommes pas forcément toujours en adéquation avec les volumes qu'on peut gérer. On parle de plusieurs centaines de milliers de tonnes, en tout cas chez Bratini, à l'année. Pour vous donner un ordre d'idée, notre activité banane, qui est à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires, c'est 14 semi-remorques entiers par semaine qui rentrent, mais qui sortent aussi. Parce que le propre d'un grossiste, c'est OK d'acheter de la marchandise, mais aussi de la revendre. Donc forcément, il faut imaginer ça. Donc d'une certaine manière, vous avez 14 camions qui rentrent, ça veut dire que vous en avez 14 qui sortent. Donc c'est 28 camions qui, chaque semaine, vont transiter par notre magasin. À ce moment-là, vous allez me dire, et les gens qui regardent ça, et toi Alexandre, mais c'est quoi un camion? Un camion, c'est un semi-remorque. C'est les gros convois sur la route qui nous embêtent sur une autoroute de voies qu'on n'arrive pas à dépasser. C'est ça. À l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez 20 tonnes de bananes. 20 Alors tonnes de moi, bananes, ça commence à faire beaucoup. Ouais, alors j'ai effectivement été surpris, je l'ai dit en introduction, mais quand tu m'as invité sur le marché par effectivement l'échelle et notamment de l'échelle déjà des bâtiments, la taille des camions, etc. Et on voyait très vite les cajots de fruits et légumes monter comme des colonnes qui tutoyaient un peu le haut du bâtiment. Et ce qui effectivement était intéressant, c'est pour reprendre toujours le sujet marketplace, c'est que très vite autour de finalement ces produits venaient des clients qui découvraient la marchandise et puis décidaient de prendre des unités, plusieurs unités, des palettes. Donc ça peut aller en termes d'unités d'achat, ça peut aller de quoi à quoi en fait. On va dire que ça peut aller, pour prendre les deux extrêmes, d'un colis à un camion. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui va venir chercher un colis de fraises, 2,5 kg, jusqu'à quelqu'un qui va vous acheter une palette de bananes, une tonne, voire pour certains gros faiseurs, un camion entier d'agrumes en plein hiver parce qu'ils ont la marchandise derrière. Et l'achat, enfin, et surtout la vente, voilà, c'est toujours attention parce que nous, on est souvent à l'achat ou à la vente, mais dans un sens différent de ce que tout le monde pourrait l'entendre. Prenons un exemple, quelqu'un qui va servir une centaine de cantines scolaires ou une cinquantaine ou une centaine de cantines d'entreprise. Sur une semaine, en période d'hiver, il n'y a pas beaucoup de fruits, ça va être de la clémentine. Sur une base de 2 ou 3 clémentines par personne, vous arrivez rapidement à plusieurs centaines de milliers de clémentines. Donc, dans des box de 7 kg ou de 10 kg, ça vous fait rapidement un camion pour une semaine de consommation. D'accord. Donc, justement, pour parler de ce sujet-là, et on finira là-dessus la première partie de l'interview, tu peux proposer effectivement, enfin, il y a un besoin pour les clients de pouvoir transporter leurs marchandises quand ils sont sur plusieurs palettes. Donc, toi, tu peux offrir ou t'appuyer sur le marché pour leur offrir un service logistique? Aujourd'hui, la plupart des clients travaillent sur leur propre chaîne logistique. Ils ont tous un camion, ils ont tous un moyen de transport. Et hormis ce qu'on appelle, nous, clients extérieurs au carreau, je reviens sur cette domination, toi tu la connais Alexandre, quand on ne l'a pas visualisé, on a du mal à se rendre compte de ce qu'est le carreau. Le carreau, c'est cet espace de vente en plein cœur de la halle qui est l'endroit où la marchandise va être mise en place et où les clients vont pouvoir la voir, la goûter, la tester, enfin en tout cas pouvoir l'acheter. Ce carreau, il est ouvert à tout le monde et
encore une fois, on peut venir à partir du moment où et acheter à partir du moment où on a une carte d'acheteur. Mais j'ai aussi des clients qui ne peuvent pas se déplacer. Le marché ouvre à 3 heures du matin, il ferme à 11 heures, mais je dirais que le pic du marché, c'est entre 5 et 8 heures, ce que tu as constaté quand tu es venu. Beaucoup de gens n'ont pas forcément ce rythme de vie-là ou ne souhaitent pas l'avoir ou n'ont pas l'organisation pour ça. Donc là, ils vont nous faire confiance, ils vont nous passer une commande, on va choisir parce qu'on les connaît et on sait ce qu'ils veulent et on va organiser leur chaîne logistique. Mais ça, aujourd'hui, ça doit peser 15% de nos volumes chez Bratini. Mais c'est appelé à grandir. C'est un service que nous souhaitons offrir et développer à nos clients, tout simplement parce que les normes carbone sont en train d'évoluer, les centres-villes, sous le coup de la réglementation et des législations, vont être de plus en plus fermés à tout un type de véhicules et on va avoir besoin de faire venir des camions propres. Un camion à l'hydrogène aujourd'hui, on sait que c'est plus ou moins la solution dans les 10 prochaines années, c'est un investissement qui est conséquent et qui est finalement trop lourd juste pour être utilisé 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc, on aura demain des problématiques de logistique qui devront être mutualisées et qui devront répondre aux réglementations que l'État, les collectivités territoriales ou les mairies nous imposeront à juste titre, car on doit aujourd'hui protéger nos centres-villes et les rendre de manière quand même un peu plus agréable. D'accord, donc en fait, tu es comme, comme une marketplace qui, aujourd'hui, même quand on prend Amazon, développe ses propres services logistiques pour les proposer à ses vendeurs, pour justement leur offrir un service qui leur évite d'avoir à l'organiser ou à l'opérer par eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose d'effectivement très intéressant. Donc, je te propose maintenant qu'on passe à l'étape 2 du podcast, qui est de plus parler un peu de tes fournisseurs. Donc, tu as voyagé un peu dans un catalogue de fruits et légumes là, sur les bananes, les mangues, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes fournisseurs? Qui sont-ils et comment les sélectionnes-tu? Alors déjà, et ça c'est le cœur de notre stratégie, on est des spécialistes. Donc, on choisit une gamme. Notre gamme, elle est choisie sur différents critères, mais elle est aussi choisie par rapport à ce que nous, on a envie de proposer, ce qu'on pense être un bon produit au moment de la bonne saison qui devrait plaire normalement à un consommateur. Ensuite, on a la typologie de l'organisation qu'on a, nous, en interne. Je vous le rappelle, je vous ai dit tout à l'heure que Bratini était membre du groupe Omer de Cugis. Le groupe Omer de Cugis a une autre société qui est une importatrice, qui est une productrice importatrice aussi de fruits et légumes exotiques, en l'occurrence de la banane, de la mangue et de l'ananas, ainsi que tout un tas de petits fruits exotiques. Donc, à 50%, les fournisseurs de Bratini vont être les produits et les autres sociétés du groupe. Ensuite, il y a 50% qu'on va appeler plutôt de saison, produits de saison, qui, eux, sont sourcés directement par Bratini. Et ça, c'est une partie intégrante de mon travail. J'y passe à peu près un quart de mon temps à me balader en Europe, principalement en Espagne, en France et un petit peu aussi en Hollande. Et je vais à la rencontre de nos partenaires, de nos producteurs, des terroirs et en même temps, j'ai des opportunités. Ça m'arrive des fois, je suis dans ma voiture, je suis entre deux rendez-vous, je vois un panneau vente directe, je m'arrête, je descends et je vais me présenter. Bonjour, Boris Bratini, je travaille à Rungis. Faites quoi vous ici? Voilà, c'est mon côté un petit peu petit Renault, tu vois. Je D'accord. m'arrête, je regarde et Ben, voilà. c'est Et bien, ça, j'adore. oui, Et j'adore. tu prends le temps de t'arrêter sur les chemins de traverse. Mais alors justement, ça me fait poser une question, je pense que les auditeurs aussi se posent, c'est que donc tu ne travailles pas qu'avec des gros fournisseurs, tu peux travailler aussi avec des petits fournisseurs, il n'y a pas d'exclusive. Non, je travaille avec tous les gens qui ont quelque chose à proposer et une histoire à raconter. Je le dis souvent, on a tendance à l'oublier, mais la vraie star dans notre secteur, c'est le producteur et son produit. Malheureusement, celui-ci et son produit sont souvent attaqués depuis quelques années, à juste titre pour certains, mais très souvent aussi à mauvais titre. Et c'est en se rendant compte, en allant sur place, en regardant, en travaillant, en goûtant de la terre. Alexandre, moi je me suis arrêté dans les champs, j'ai pris de la terre, je l'ai mis dans ma bouche. Je te promets que c'est bon une terre. Et toutes les terres n'ont pas le même goût. Et après, on sait, je reviens souvent sur ce principe-là parce que c'est le plus vieux et c'est finalement le plus intéressant parce qu'il parle à tout le monde. C'est le principe du vin. Un vin, c'est un homme, un terroir et une alchimie qui se crée entre les deux. C'est pareil dans le monde du fruit et des légumes. Aujourd'hui, tu ne veux pas faire pousser un cerisier n'importe où.
comme tu ne vas pas aller mettre du Viognier, du Cabernet Franc, du Sauvignon ou du Pinot Noir n'importe où. Tu as besoin d'une terre, tu as besoin d'un climat, tu as besoin de quelque chose. Les Romains ont mis des centaines d'années pour être capables de bien trouver les terroirs. Derrière, ils ont appris à d'autres gens. Les curés et les monastères ont pris le relais. Aujourd'hui, ce qu'on a dans nos bouteilles de vin est souvent l'alchimie de centaines d'années de recherche. Oui, en fait, oui, et quand je suis venu te voir, effectivement, tu m'avais présenté un producteur de cerises qui justement faisait de la cerise, je ne sais pas si on peut dire haut de gamme, après il y a tous les niveaux de gamme, mais en tout cas qui avait apporté un soin très très particulier dans la production de sa cerise. Mais en fait, pour toujours rebondir sur le sujet marketplace, qui est le sujet de ce podcast, tu sais que sur les marketplaces digitales, tout est une marketplace finalement physique, il y a de plus en plus de mise en avant de contenu associé à chaque fournisseur ou à chaque vendeur dans un modèle marketplace. Comment toi, justement, toute cette valeur, toute l'histoire là, que tu racontes de tes fournisseurs, comment tu la racontes à tes clients? Ou est-ce que c'est un élément de vente aussi pour les clients? Alors, je la raconte de différentes manières. Je la raconte à nos clients, je la raconte aux gens qui peuvent venir visiter le marché de Rungis. Je la raconte à travers pas mal de communication extérieure, souvent via les médias, que ce soit les grandes chaînes généralistes ou de la radio. Je suis plutôt ce qu'on appelle un bon client. J'adore parler de ce que je vois. Mais parce que je pense que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on doit remettre ce fil-là. Demain, ce discours, il sera digital. Et il est prêt d'ailleurs. Il est prêt, j'ai du contenu marketing, j'ai de la capacité de l'écrire et j'ai des producteurs aujourd'hui qui demandent que ça, mettre en avant leur travail. Mais on part de loin. Il ne faut pas oublier qu'il y a quasiment 50 ou 60 ans, on avait tous une racine agricole très forte. On avait tous encore un parent qui avait au minimum un petit bout de jardin, de l'autre côté une exploitation agricole. Aujourd'hui, on l'a quasiment plus. Moi, j'ai été élevé gamin par mon grand-père dans les Yvelines. Il avait son petit morceau de jardin. J'ai grandi au milieu des saisons et des fruits et des légumes. Je sais qu'une fraise, à l'époque, ce n'était pas avant le mois de juin. Et mon grand-père s'en souvient très bien parce que je lui mangeais toutes ces fraises avant qu'il ait le temps d'aller les chercher. La rhubarbe, c'était en septembre. Les haricots verts, c'était juin-juillet. Ça, aujourd'hui, on l'a perdu. Donc, on doit le retrouver. Et c'est un des avantages de la digitalisation que nous apporter ce vasque de communication extraordinaire qui est finalement ce qu'on donnait avant à travers la transmission d'un grand-père à son petit-fils, d'un père à son fils, d'une grand-mère à sa fille, etc., etc. Non, mais ça, moi, je suis sensible à ce sujet. Alors, c'est peut-être justement nos enfants qui nous réapprendront ces codes qu'on a oubliés, voilà, parce qu'on a été une génération un peu sacrifiée sur, je sais pas, la société de consommation. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une éducation à faire des consommateurs qui consiste, et c'est aussi ta valeur d'intermédiation, ta valeur de mise en relation, c'est de pouvoir effectivement l'expliquer, la mettre en avant. Moi, j'avais une question aussi, toujours pour continuer sur le sujet marketplace. Dans les marketplaces, donc, on doit construire un référentiel de vendeurs, hein, voilà, donc toi de fournisseurs. Donc, on choisit en fonction d'un certain nombre de critères, etc. Après, il y a aussi le catalogue. Donc, toi, en fait, chacun de tes fournisseurs a des produits, mais est-ce qu'il y a une espèce une catégorisation de ces produits qui permet de comparer, je dis n'importe quoi, une cerise à une banane en fonction de leur niveau de qualité, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu as des normalisations qui existent au niveau national, au niveau régional, au niveau international. En France, on est plutôt en avance là-dessus. On ne le dit pas assez d'ailleurs. Le label rouge, c'est un label inventé en France. Les AOP, AOC et tout ça, ce sont des labels qui sont sortis des terroirs français. La catégorisation des fruits et des légumes est en grande partie d'origine française à travers tout notre passé agricole et notre technicité agricole. Donc oui, d'une certaine manière, on peut le faire. Après, une cerise restera toujours différent d'une banane. Mais si on va aller un peu plus loin que ça, généralement, on classe en 3 grandes catégories. On va parler d'extra ou de premium, on va parler de catégorie 1 et on va parler de catégorie 2. La différence, ça va être
souvent la taille du fruit. Par exemple, une cerise qu'on appelle plus 30, donc c'est-à-dire à peu près 3 centimètres de diamètre, Mhm. ne pourra pas être une catégorie 2 généralement, même si dans ce sens-là, ça marche un peu différemment. Je dis un peu à l'envers. On va plutôt partir de l'inverse. Une petite cerise ne pourra jamais être une catégorie extra. Tout simplement parce qu'on pense et on a identifié dans la nomenclature qu'un gros fruit était généralement plus savoureux, plus Mhm. chargé en sucre, ce qu'on appelle le Brix dans notre métier, et donc généralement plus porté sur l'extra. La catégorie 1, on va arriver sur une cerise, si on reprend l'exemple de la cerise, qui va se situer sur un diamètre plus petit, qui va avoir on va dire une forme, un reflet extérieur qui sera parfait. Une belle tige, une forme bien arrondie, etc., etc. Et une belle couleur. Une catégorie 2, ça peut être un fruit qui va être plus petit, ça va être un fruit qu'on n'a pas pu trier, donc on va retrouver plein de choses à l'intérieur de calibres différents, hein, je vous rassure, c'est que de la cerise à l'intérieur. Ça peut être une parcelle qui a été soufflée par le vent, donc dans ces cas, les fruits vont s'être frottés entre eux. Ils sont très bons à la consommation, il n'y a pas de pourriture dedans, mais ils sont moins jolis d'extérieur. Ça va être des fruits déformés. On en a souvent parlé ces dernières années des fruits moches ou des légumes moches. Ils sont généralement aussi bons, ils ont la même valeur nutritive. C'est juste qu'on s'en est désintéressé. On a oublié que ça servait aussi à quelque chose. Généralement, nos grands-mères, elles en faisaient, et nos grands-pères, hein, si je vais me faire bâcher, ils en faisaient de la confiture. Voilà, un fruit moche, un fruit un peu avancé, on en faisait de la confiture. Ça permettait de manger encore des fibres et des fruits et des légumes pendant les saisons d'hiver, là où dans les jardins, il n'y avait plus grand-chose. D'accord. Et ça, justement, avant de passer à l'étape suivante, qui est de nous parler un peu de tes clients, il y a aujourd'hui, j'imagine, une prise de conscience, qui ne remonte pas d'ailleurs à hier, mais qui est ancienne, de la nécessité de quand même trouver une manière de valoriser tous ces invendus ou ces fruits qui ne rentrent pas dans les catégories. Comment c'est traité ce sujet dans ton business? Bah, je dirais qu'aujourd'hui, un grossiste en fruits et légumes, c'est finalement l'intermédiaire le plus vertueux dans une mégalopole comme l'Île-de-France, comme peut l'être l'Île-de-France. On rêverait tous de pouvoir aller en bas de chez nous et acheter une fraise, une cerise ou une tomate. Malheureusement, avant qu'on puisse faire pousser des tomates et des cerisiers dans le parc Monceau, Oui. ça risque d'être un petit peu compliqué. Et je ne suis même pas sûr que le terroir s'y Bon. prêterait vraiment. Donc, à ce titre-là, on a besoin d'intermédiaires. Aujourd'hui, tu viens J'entends. acheter une cerise chez ton revendeur qui vient de chez Bratini, c'est la garantie d'avoir une cerise qui a transité qu'une seule fois entre l'étalage et le champ. En même temps, on est ce qui donc va se faire de plus local par rapport à ça. Et en même temps, un grossiste en fruits et légumes, son travail, c'est de rien jeter. Et finalement, à l'année, quand on regarde les volumes qu'on trade, on jette très, 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 très peu de choses. Il y a, je dirais, toujours une clientèle et un marché pour tout type de catégorie. Aujourd'hui, on a des gens qui vont être les premiers à Rungis à 3 heures du matin et qui vont regarder tout ce qui sort des camions parce qu'ils veulent avoir le choix de prendre le lot qui leur plaît le plus. Généralement, c'est souvent les plus beaux parce qu'il y a plus de catégorie 2 ou de catégorie 1 sur un arbre que de catégorie extra. À côté de ça, il faut pour tout le monde un produit de qualité par rapport aussi au prix sur lequel on est prêt à aller. Donc, on a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Après, notre métier, c'est d'adapter une production, donc une offre, à un consommateur, donc une demande. Et c'est là Alors, où vient notre savoir-faire. d'accord. On Donc, est la variable d'ajustement du marché. non, je te propose, Boris, t'en parler de tes clients. Donc, les clients là, que j'ai vus se lever très tôt le matin pour venir te voir. Donc, ce que tu nous expliquais, c'est qu'ils n'ont pas, pour venir chez toi, ils ont qu'à montrer un cabis finalement. Et c'est qui ces clients alors? Si tu devais un peu faire un portrait robot ou chinois de tes clients. Alors, ils vont être de plusieurs typologies. Globalement, on va avoir le détaillant. Donc, le détaillant, il est souvent soit de marché, soit de centre-ville. Rue commerçante, primeur, marché ouvert, couvert, ça dépend des villes. Pareil, zone fruits et légumes. Donc D'accord. ça va représenter comme une catégorie importante de notre clientèle. Ensuite, on va avoir les restaurateurs. Quelques-uns viennent encore à Rungis chercher des produits. On va avoir les traiteurs.
pareil, quelques-uns viennent aussi directement à Rungis. D'autres passent par des intermédiaires, ce qu'on appelle, nous, des semi-grossistes, qui vont nous acheter, constituer un catalogue généralement complet. Tu l'as compris et vous l'avez tous compris. Je vous ai dit que je suis un spécialiste. Je n'ai pas la gamme entière de tout ce qu'on peut trouver en fruits et légumes chez votre primeur. Généralement, je fais une dizaine de produits par saison, mais sur les 3 catégories que je vous ai citées auparavant. On va avoir aussi les collectivités. Donc ça, c'est des gens qui vont revendre aux collectivités. Alors, c'est quoi une collectivité? C'est super large. La cantine scolaire, la cantine professionnelle, on y pense tout le temps. Mais les hôpitaux, c'est une collectivité. Les prisons, c'est une collectivité. L'hôpital psychiatrique, c'est une collectivité. Un jour, je suis tombé sur un acheteur qui achetait pour un hôpital psychiatrique. Il me dit, j'ai besoin de bananes qui sont parfaitement de la même taille les unes contre les autres. Je fais, pourquoi? Il me dit, ben, tu ne connais pas mes clients. Si je leur mets à chacun une banane différente, ça ne va pas aller. Il y en a un qui va croire qu'il y a un truc contre lui. Donc, c'est ça aussi. D'accord, donc c'est la richesse de ce marché. Et ensuite, on va avoir des gens qui ne se déplacent pas physiquement sur le marché. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça va être quoi? Ça va être des magasins indépendants de grande distribution. Donc, quand je dis grande distribution, c'est-à-dire qu'ils vendent une gamme complète qui va de l'épicerie au sec, qui va du produit frais, qui soit de la mer, carné ou fruits et légumes. Ça va être de la quincaillerie. Enfin, ça va être plein de choses qu'on peut retrouver dans un magasin classique qui a une gamme large et complète. Donc ça peut être des indépendants, des gens qui sont hors d'une enseigne nationale ou régionale. Ça peut être des indépendants d'enseignes régionales ou nationales. Ça peut être aussi des centrales d'achat, qu'elles soient nationales ou régionales, là aussi. Et vous avez aussi une partie d'export, parce que la France a un savoir-faire agricole. La France a des particularités produits sur des produits qu'on ne retrouve pas partout forcément dans le monde. Et là aussi, vous avez une activité d'export qui se traite à partir de Rungis et de notre bâtiment. D'accord, donc ces clients, alors je suis venu qu'une fois te voir, je reviendrai te voir, mais j'imagine qu'ils viennent parfois plusieurs fois par semaine pour certains. Mais la question que je me posais, c'est parce que tu sais que dans les marketplaces, tu as des modèles dans les marketplaces du monde digital où les acheteurs peuvent programmer des achats automatiques 3 fois par semaine, etc. Est-ce que là, il y a également comment tu traites les achats récurrents? Est-ce qu'il y a des gens qui te passent commande et c'est toi qui opères leur commande ou c'est toujours eux qui viennent chercher la marchandise, la sélectionner? Comment ça se passe? Tu l'as dit tout à l'heure, on est une marketplace physique. Donc, on fonctionne exactement de la même manière. Et on apprend de nos clients. Sauf que nous, ce n'est pas forcément géré par un ordinateur ou par un algorithme. C'est géré par l'algorithme d'une autre composante de ce qu'est le marché, qui sont les vendeurs. Les vendeurs sur le carreau. Tu les as vus. Ça aussi, c'est une typologie de personne qui est super attachante, très particulière. Et la force d'un vendeur à Rungis, c'est de connaître sa clientèle, c'est de connaître son marché. Donc, certains des vendeurs savent très bien que le client alpha va venir tous les jours, du lundi au samedi compris, et que tous les jours, il va vouloir une palette de ci, une palette de ça, et encore une palette de ça. Ils savent aussi que l'impact prix peut être important. Ils savent qu'à tel prix, le client ne va pas être sur une palette, mais au contraire sur une demi ou sur 3 palettes. Donc, tout ça, c'est géré par l'algorithme humain. D'accord, donc l'algorithme humain, il est important. Donc pour bien expliquer à nos auditeurs, en fait, les vendeurs, ce n'est pas au sens marketplace le vendeur. Là, on serait, si on est dans le sens marketplace, dans ton modèle, le vendeur marketplace, c'est en fait le fournisseur. Et là, le vendeur dont tu parles, c'est un vendeur qui travaille pour toi, pour Bratini, et qui est là pour faire la vente des produits de tes fournisseurs à tes clients. Donc effectivement, je les ai vus à l'œuvre, ils sont très impressionnants. Et effectivement, enfin, on se demande ce que serait la vente sans eux, quoi. Donc, ils sont. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours, de toute façon, même quand nous, en tant que consommateurs, au final, on va sur un marché, on est quand même toujours influencé par le talent du vendeur. Et c'est encore quelque chose qui a beaucoup effectivement, de valeur dans le dénouement de l'acte d'achat. Donc, c'est très intéressant. Alors, ces clients, est-ce que tu as des outils un peu, des approches pour les fidéliser, en dehors du fait que tu vas leur donner la marchandise qu'ils veulent au bon prix? Comment est-ce que tu les fidélises? Alors, il y a 2 composantes essentielles. Tu as cité la première, qui est, je dirais, finalement le prérequis, le b.a.-ba de notre métier. Fournir un fruit de qualité en fonction du prix qui est payé par le client. Ensuite, la deuxième dominante va être humaine. On a parlé du vendeur, tu en as reparlé là juste avant. Cette dominante humaine est très importante dans le rapport commercial chez nous.
Ensuite, il va y avoir, je dirais, un facteur un peu inconscient. Je travaille avec un grand glacier parisien. Il vient encore chez nous parce que son grand-père, qui était déjà un grand glacier parisien, venait à Rungis acheter les fruits pour les glaces. Et pour lui, c'est inconcevable d'aller autre part sur Rungis pour certains types de produits que chez Bratini. D'accord. C'est comme ça. C'est son inconscient, c'est sa Madeleine, c'est les balades avec son grand-père quand il était gamin. Il n'y a pas de fraises, il y a pas de fraises sur l'île de la Cité en plus. Voilà. Donc, mais ça, c'est une dimension importante parce qu'effectivement, oui, la fidélité à une marque, hein, à un fournisseur, donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important. C'est aussi une histoire d'ailleurs. Hein. Tout à l'heure, on racontait des histoires pour pouvoir améliorer la mise en avant des produits des fournisseurs. Mais cette histoire, elle vaut aussi pour effectivement fidéliser les clients. Donc, tu disais, il y a cet élément pour la fidélisation, il y a le prix et puis il y a cette histoire que tu as nouée au fil de temps avec tes clients. C'est ça Voilà. les deux éléments principaux. D'accord. Et après, il y a tout ce qu'on met en place. C'est les investissements permanents qu'on met, avoir des magasins qui sont aux normes, une chaîne du froid parfaitement respectée, une propreté, un sourire, une image de marque. Et on essaye petit à petit d'apporter du service additionnel. Alors, ce service additionnel, il passe par des outils de CRM, il passe par l'utilisation de moyens digitaux basiques. Hein. Nous, ne serait-ce que WhatsApp, est pour nous un mode de communication et de business super important et super intéressant. Il passe aussi par des photos. Le nombre de fois où on va faire une vente en envoyant 4-5 photos à un client qui va venir, qui dit OK, ça me plaît, boum, on se met d'accord sur le prix, la vente est faite. Tout ça sont des petits points qui, pour revenir au sujet marketplace, sont une capacité d'agglomération dans un seul pipe de tout un tas de données. Et on en a parlé finalement depuis le début de l'interview, les terroirs, la connaissance, etc., etc., etc. Tout ça mis dans un seul pipe est un vecteur de communication et de marketing et, in fine, de vente qui est méga puissant par rapport à la force déjà très puissante d'un marché de gré à gré. Alors, c'est aussi très intéressant de voir quand on vient te rendre visite que effectivement, sur alors, je sais pas, on dit le pavillon des fruits et légumes, donc il y a plusieurs grossistes. Hein. Enfin, vous êtes un grossiste historique de la place, mais est-ce qu'il y a de la. Il y a forcément une concurrence. Comment elle sauve. C'est des sujets peut-être un peu compliqués, pas tabous, mais comment elle se régule aussi un peu ces rapports de force entre les grossistes. Chacun a ses gammes, à ses produits. Je suppose que vous n'êtes pas le seul à faire de la banane dans le pavillon des fruits et légumes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'effectivement, chacun va trouver sa place et ses clients? Déjà, encore une fois, je ne sais pas faire comme les autres. Donc ça tient à ma mentalité propre. Donc, j'essaye toujours d'avoir des exclusivités. Notre banane, en l'occurrence, Bratini, en est le seul distributeur sur le mine de Rungis. Okay. C'est une banane qui vient d'Équateur, qui a une particularité, c'est qu'elle est belle, elle est légèrement grosse, elle est plutôt bonne, et elle a une capacité à se tenir sur une belle coloration, souvent un peu plus longtemps que ses concurrentes. Donc ça, c'est un point. Derrière ça, ça va être d'avoir une gamme complète, d'avoir quelque chose qui est différent. Ensuite, moi personnellement, mais ce n'est pas un jugement de valeur, je regarde pas ce que font mes concurrents, mais en même temps, je regarde parce que ça m'intéresse. Mais je n'irai pas driver mes décisions stratégiques par rapport à ce que font mes concurrents. Notre stratégie, elle a été élaborée, elle est remise au goût du jour tous les ans en commun accord avec toute l'équipe et elle est réactualisée tous les 3 ans sur un profil un peu plus moyen terme. À côté de ça, on sait où on veut aller et on poursuit notre chemin. Je n'irai pas changer parce qu'à côté de chez moi, on met un produit que je n'ai pas. D'accord, ça c'est très intéressant. Je pense qu'il y a une leçon aussi, notamment on est dans le monde des marketplaces digital pour tous les gens aussi qui créent des business, des marketplaces. Il y a un moment où effectivement il faut suivre sa voie, il ne faut pas être obsédé par ce que font les clients, les concurrents et à passer son temps à se dire il y a déjà un concurrent qui fait ça ou un concurrent qui fait à peu près ça. Voilà, il faut essayer de bien construire sa valeur sur effectivement ce qui fait sa force
par rapport à ses concurrents. Et puis, comme ça, on s'appuie sur son histoire aussi et sa stratégie. Alors, si on passe à la dernière partie de l'interview sur notamment les transactions, parce que donc, dans les marketplaces, il y a une commande, il y a un paiement, etc. C'est des sujets assez importants. Moi, ce que j'ai vu sur le marché, c'est qu'effectivement, il y a un flux que tu vas nous décrire, mais il commence quand même de manière très sur un petit bout de papier, un petit coin de papier, sur de la confiance orale. Donc, est-ce que tu peux nous décrire justement ce qui se passe de la prise de commande jusqu'à la livraison, en passant par la facturation? Aujourd'hui, on est finalement peu digitalisé. Tout commence lors d'un coup de téléphone à un producteur, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, et une prise de commande. Celle-ci, elle est orale, baquée généralement par un email ou un fax, et le lendemain, la marchandise, le lendemain ou le surlendemain, pour l'Espagne par exemple, le surlendemain, la marchandise arrive. Elle arrive à Rungis, elle est contrôlée en termes de qualité, de quantité, et ensuite, elle est rentrée dans notre logiciel de gestion pour pouvoir être vendue. Derrière, elle arrive sur le carreau, on en a parlé tout à l'heure. Là, le vendeur, généralement, il a ce qu'on appelle un calepin de vente, où il va y avoir 5 renseignements à renseigner, le code, parce qu'on trace tout ce qui rentre chez nous est tracé, on est capable de savoir où ça va ensuite, d'où ça vient et où ça va. Ensuite, on va dire la nomenclature du produit, une banane, quelle taille, quelle catégorie, le poids, le poids brut et le poids net. Ça, c'est une particularité aussi, c'est qu'on vend des fruits, on ne vend pas du carton. Donc, généralement, on va vendre à nos clients un produit qui est netté du poids du carton et du poids de la palette. Et ensuite, un prix unitaire, soit au colis si la marchandise est vendue au colis, soit au kilo si la marchandise est vendue au kilo. Ça part ensuite en caisse, où on a 3 charmantes caissières qui rentrent ça dans le logiciel de gestion. Ça émet un bon de livraison qui part avec le client en même temps que la marchandise, et en fonction des délais de paiement qui ont été accordés à chaque client. Alors, sur donc c'est d'accord, très intéressant. Tu as du paiement comptant ou tu as des paiements décalés. Tu peux avoir C'est les... ça, j'ai du paiement comptant ou du paiement 30 jours comme… Et est-ce que tu fais aussi un peu des services de facilité de caisse de tes clients ou avec des clients fidèles qui ont des commandes un peu récurrentes? On va travailler sur une dominante basée sur les crédits 30 jours. Voilà, D'accord. Ok, c'est ça. D'accord. Ok, c'est ça. ça. Une La dominante facilité sur des de crédits. caisse va être là, mais elle est énorme dans notre milieu parce Oui. que un fruit et légumes, je veux dire, il est censé être vendu en 24 ou 48 heures. S'il est vendu 30 jours après, Oui. il y aura un gros problème. Donc voilà, donc généralement, pour un client qui est à 30 jours avec nous, il va gagner quasiment 28 jours de BFR. D'accord. Ouais, ok. Parce que lui, en caisse cash, derrière, en magasin, D'accord. ou en Oui, oui. marché, ou partout. Donc ça, voilà, c'est intéressant parce que c'est aussi des modèles qu'on cherche à digitaliser sur les marketplaces. Sur les sujets des prix, le prix, c'est la rencontre entre une offre et une demande. Donc, j'imagine, alors, ça va être complexe d'avoir un catalogue de prix dans ton métier. Oui, surtout que comme tout marché de gré à gré, Ouais. le prix n'est pas affiché. Non. Le prix se fait au fur et à mesure du marché. On est soumis au diktat d'une double horloge. L'horloge du temps, qui est inversement proportionnelle à l'horloge du prix du produit. C'est-à-dire que plus un produit va passer de temps chez nous, moins il sera valorisé et valorisable. Donc ça, là-dessus, c'est flagrant. Ensuite, tu t'es baladé à Rungis, tu as vu, il n'y a aucun prix affiché. Tous Ouais, les prix se ouais. font de gré à gré. Voilà, c'est effectivement ce qu'il y a de assez surprenant pour nous qui connaissons des marchés de centre-ville, etc., où les prix sont comme affichés. Sinon, la DGCCRF s'est virée. Mais là, c'est du gré à gré. Donc, effectivement, les prix sont dans la tête des fournisseurs, mais qui ne sont pas là. Il faut des clients et des vendeurs aussi, hein, des vendeurs. D'accord. Donc, tu nous as effectivement parlé de ce processus de commande, donc tu collectes aussi des informations sur, bien sûr, les clients, sur les paiements. Donc, il y a effectivement tout ce sujet de transaction. On va pas revenir sur les sujets logistiques dont on a parlé au début de l'interview. Donc, je te propose, un peu en termes de conclusion, avant d'ouvrir un peu la vision que tu as de l'évolution de ton métier dans les années à venir, que tu nous dises un mot sur les sujets de digitalisation de Rungis, puisque Rungis a lancé
initiative marketplace. Donc, je voulais savoir comment toi, tu t'étais positionné par rapport à ce projet. Écoute, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est curieux. Donc, dès qu'un nouveau projet se fait, j'y vais. J'y vais parce que c'est plus simple de le voir de l'intérieur que de rester derrière son écran ou dans son bureau et dire c'est nul, c'est pas bien ou voilà. C'est sûr que c'est innovant et c'est extrêmement disruptif. Imaginez le gestionnaire du marché lancer une marketplace, parce que c'est le gestionnaire du marché qui la porte. C'est disruptif dans un monde où on l'a passé quasiment 1 heure ensemble, Alexandre, où on n'a pas arrêté de se dire les gens viennent. La grande majorité des gens viennent. Donc, imaginez d'acheter à travers une marketplace, c'est différent. Maintenant, c'est une solution d'avenir. C'est une solution d'avenir. On ne peut pas continuer non plus à vouloir traiter tout le monde à la même enseigne. On a des gens qui ne peuvent plus ou ne veulent plus venir sur un marché physique. Ils ont quand même besoin d'être achalandés en marchandises. Et ensuite, on a un climat qui évolue, on a une aspiration et une vision écologique qui nous est propre à chacun et environnementale aussi, et une conscience liée à ces choses-là qui nous est propre. Et on sait qu'il va falloir essayer de limiter au maximum notre empreinte carbone. Bon, demain, on peut très bien imaginer qu'un producteur puisse servir un consommateur quasiment en direct. Mais il y aura toujours besoin de ce maillon au milieu de la chaîne. On aura toujours besoin d'une sorte d'Amazon qui est capable d'être un flux entrant, un flux de repackaging et un flux sortant. Le grossiste en fruits et légumes, c'est ce chaînon manquant de la chaîne. Si demain, toi, Alexandre, tu appelles mon producteur de cerises, il ne pourra pas t'envoyer 1 kilo de cerises. Tu le paierais une fortune et tu te dirais, mais pourquoi? Et puis, ça serait bête en plus. Alors qu'aujourd'hui, on peut très bien mutualiser tout ça à travers un envoi massif, le retravailler à un seul endroit, le grossiste en fruits et légumes, et le redispatcher vers du B2B et peut-être aussi un jour vers du B2C. On l'a vu avec le confinement, la barrière aujourd'hui dans l'alimentaire frais du B2C, elle a sauté. Elle a sauté, mais elle a sauté provisoirement. La digue a été reconstruite. C'est-à-dire que le client, encore aujourd'hui, est à travers le monde. Sinon, Amazon Fresh serait la norme à travers la planète, et ce n'est pas le cas. Même dans les zones les plus 2.0, si ce n'est 3.0 que je connaisse, comme la Californie, les clients ont encore du mal à acheter une banane sur Internet. Ouais. Alors après, le sujet, le point de consommation. Ouais, le sujet du frais, c'est le sujet aussi des coûts logistiques, etc. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, c'est sans doute dans la manière d'organiser des circuits courts, des circuits locaux, que ces nouvelles offres marketplace vont pouvoir trouver de la valeur. Et ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est que c'est que dans ton histoire de grossiste, vous avez beaucoup de valeur de réintermédiation. Vous n'êtes pas simplement, vous n'êtes pas dans la tendance qui peut y avoir parfois avec la vision de la marketplace d'une désintermédiation. Vous redonnez de la valeur, ce que tu donnes comme exemple sur le fait que si moi je contacte le fournisseur de cerises, je ne paierai pas à ce prix-là. Je devrais organiser aussi des flux logistiques, des processus de commande. Tout ça, c'est des choses que tu proposes. Alors, avant de nous quitter, et merci beaucoup pour tout cet échange. Moi, je voulais savoir comment tu voyais l'avenir de ton métier dans 5-10 ans. Enfin, 5 ans, peut-être 10 ans, c'est loin, comme tout change vite, mais déjà dans quelques années, comment ton métier va évoluer? Moi, mon métier, je le vois se digitaliser parce qu'encore une fois, on est obligé. Après, tu disais tout à l'heure, on a un vrai rôle d'intermédiation. Oui, on est comme un peu un espèce de booster secondaire de fusée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as quitté l'attraction terrestre, tu as quand même besoin de remettre un petit coup pour pouvoir reprendre un coup d'envol. Le grossiste aujourd'hui en fruits et légumes, c'est ce booster secondaire de fusée. Nous, on rebooste le flux. À partir de ce moment-là, une fois que je t'ai dit ça, qu'est-ce que ça va être l'avenir? Ça va dépendre aussi de tout l'écosystème. Moi, demain, j'ai besoin de gars qui m'inventent des frigos connectés. J'ai besoin de serrures connectées. Ou on peut imaginer qu'un livreur, qu'un robot, un jour, puisse aller mettre directement dans un frigo le bon produit, d'aller déposer ta tomate en plein cœur de ta cuisine. Ce que je dis pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne mettez plus les tomates dans un frigo. Jamais. Pas de tomates dans le frigo. S'il y avait une histoire à retenir, hein, Boris, c'est celle-là, ne mettez pas les tomates dans le frigo. Ça, moi, je Donc voilà, chez moi pour ça. Et on a besoin de ça. Le frein aujourd'hui à la digitalisation massive de notre activité, c'est la chaîne du froid. C'est la capacité à les livrer. Et puis, c'est aussi la gestion de la qualité. Ça passe par des normalisations, ça passe par des mises en place de critères d'excellence. Voilà, si demain tu achètes un téléphone avec un fruit dans le dos, si tu n'en es pas content, tu sais que tu peux le renvoyer.
Si demain, tu m'achètes le même fruit dans le dos, mais physiquement chez moi et que tu n'en es pas content, t'en fais quoi? Ouais. La question, elle est là aussi. D'accord. Donc ça, c'est aussi important. C'est qu'il faut, enfin, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est la manière dont il faut penser le business donc comme un écosystème. Et pour ça, effectivement, les dispositifs marketplace peuvent être des moyens de structurer, d'organiser l'écosystème. Je pense qu'également, il ne s'agit pas de penser le physique contre le digital, mais ça va être, quand on parle de digital, ça va être aussi pas du ou, mais du et, quoi. C'est que de toute façon, un monde comme Rungis, même s'il doit se transformer, etc., sera quand même encore là dans 10 ans. Voilà, alors Oui. que certaines initiatives digitales auront fait long feu. Et on a besoin de compétences. Et Ouais. je le dis, c'est un appel à tous les entrepreneurs qui écoutent ce type de podcast. Inventez-nous les solutions de demain. Venez me rencontrer à Rungis, parlons ensemble. On trouvera les solutions. On a besoin d'une différents types de livreurs. On a besoin de réinventer les flux logistiques locaux. On va devoir demain avoir besoin d'avoir des plateformes secondaires, voire tertiaires, de resplitage de la marchandise pour qu'elle puisse aller au bon endroit, au bon moment et surtout dans le bon timing. Parce qu'encore une fois, vous avez une fraise, c'est ça qu'il faut s'imaginer aussi, Alexandre. Cette fraise, elle a été cueillie, imaginons qu'on est en plein mois de mai ou de juin. Cette fraise, elle est cueillie dans la journée, souvent l'après-midi. Elle monte dans une station. Elle est contrôlée en termes de qualité, de quantité, des fois repackagée, mais c'est rare. Généralement, la fraise, c'est un produit tellement Mm. sensible qu'il est directement packagé dans le champ ou dans la serre. Là, ça monte dans un camion. Ça arrive à 3 heures du matin à Rungis. C'est vendu dans la foulée. Ça arrive sur un étalage. C'est mangé le soir même. Bien sûr. Allez, le lendemain, Ouais, ouais. moins de 48 heures. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que le business sur lequel tu évolues, qui sont des marchandises très périssables, ben, en fait, finalement, elle décuple toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans la gestion d'un fulfillment, d'un flux logistique, d'une mise en relation, enfin, d'une présentation à un client. Écoute, merci beaucoup, Boris. En tout cas, c'était passionnant. Moi, je prends quand même au mot ta proposition pour ceux qui écoutent le podcast de venir te voir, hein. Donc, je le dis, si jamais vous voulez voir Boris, moi, je veux bien de revenir à Rungis avec vous, organiser un, un tour avec Boris. C'est très, il nous fera partager sa passion. En tout cas, merci beaucoup. Donc, ce podcast, hein, vous pourrez continuer, bien sûr, à l'écouter et à vous tenir au courant des prochains épisodes donc sur la plateforme d'Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, et également donc, sur le site marjorie.io dans la rubrique podcast. Voilà, merci beaucoup Boris, et à bientôt pour de nouvelles aventures autour des fruits et légumes. Salut tout le monde.